Nous allons maintenant entendre une allocution de M. Tomislav Nikolic, président de la République de Serbie. Je demande au représentant du protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence M. Tomislav Nikolic, président de la République de Serbie. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs. 70 années se sont écoulées depuis la création des Nations Unies. Les populations vivent différemment à présent. Il y a eu de nombreux changements, il y a eu de nombreuses réformes. Et il est temps, Monsieur le Président, de réformer les Nations Unies également. Je vous appelle à accélérer ce processus au cours de votre présidence. Peut-être que la présente session de l'Assemblée générale est la plus opportune de son histoire. L'an dernier, nous avons vu beaucoup de changements. Des négociations inimaginables auparavant ont commencé pour mettre fin à l'embargo imposé à Cuba. Un accord a été obtenu pour lever les sanctions imposées à l'Iran. Et nous reconnaissons ceux qui ont participé à la prise de ces décisions historiques et nous les encourageons à terminer le travail. Et ceci suit la politique appliquée par mon pays depuis plusieurs décennies. Le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas au monde d'hier et personne ne doit ignorer ce fait. Nous étions auparavant dans un monde bipolaire divisé en blocs et nous ne nous en sortions pas parce que les deux pôles étaient antagonistes et avaient toujours à portée de la main les armes les plus effrayantes qui soient. Et la situation n'est pas mieux avec une seule puissante qui mène la diplomatie à l'épée et qui n'entend pas les préoccupations de qui que ce soit, y compris des Nations Unies. Et les peuples et les États sont à présent face à des extrémistes, des religieux fanatiques qui ont créé l'État islamique et d'autres mouvements extrémistes qui menacent des dizaines de millions de personnes et qui créent une image négative de l'islam et la religion dont ils se revendiquent. Et deux éléments importants déterminés avant les relations internationales et la politique, la loi et l'éthique. Le président Woodrow Wilson était un champion de ces principes. Le grand poète Niégos l'a exprimé dans son poème de cette façon. Le long de sa route, puisse son droit s'élever plus haut que l'odeur nauséabonde de la cruauté inhumaine. Et tout comme le loup impose sa puissance au mouton, le tyran l'impose aux faibles. Mais étouffer du pied le tyran pour le ramener sur le droit chemin est le droit humain et le devoir humain le plus sacré. Aujourd'hui, cependant, les facteurs juridiques et éthiques sont relégués au second plan dans la politique internationale. Et bien souvent, des actions illégales et immorales sont menées sous des prétextes éthiques et juridiques. Bien souvent, Monsieur le Président, lorsqu'une norme juridique claire qui ne permet aucune exception, telle que la nécessité pour le Conseil de sécurité de prendre une décision, par exemple, ceci se dresse sur la voie des grandes puissances et de leurs objectifs géopolitiques. Le droit international, donc, et la morale sont en crise et nous avons des preuves de cela partout, y compris la dernière crise de grande proportion. On pourrait parler d'une crise de migration, d'autres parlent d'une nouvelle migration des populations selon les objectifs que l'on recherche. Mais il faut déployer des efforts plutôt pour rétablir la paix et pour assurer le progrès économique pour tous et pour les pays en développement en particulier. Et nous devons nous regarder dans les yeux et évaluer l'année passée avec franchise. Et nous devons dire ce que nous avons fait dans nos pays. Certains doivent dire si les actions ont aidé l'humanité ou menacé l'avenir de nos enfants. Sommes-nous toujours
prêts à commencer nos discours par nous, peuple des Nations Unies? Sommes-nous plus proches de la paix et de la prospérité? Ou alors, est-ce que nous nous précipitons avec des œillères vers une année similaire à 1939, qui était le début d'une grande tragédie mondiale qui a duré 6 années et dont les conséquences ne seront jamais complètement effacées? Certains des puissants semblent penser que la crise économique mondiale n'a pas effrayé nos enfants et leurs parents suffisamment. Ils continuent d'utiliser les armes les plus sophistiquées pour priver les personnes de leur foyer, de leurs États et de les entraîner sur les milliers de kilomètres de routes de migration. Le monde aussi est en pénurie de nourriture, d'eau et d'énergie électrique. Et la responsabilité pour ces événements ne revient pas à ceux qui combattent la pauvreté dans leur pays pour créer des conditions de vie dignes d'un être humain. Cette responsabilité n'est pas celle de la Serbie qui ouvre des centres pour nourrir les sans-abri. La responsabilité est celle de ceux qui sont les plus nantis, quelle que soit l'origine de ce qu'ils ont, que cela devienne de Dieu ou qu'il l'ait obtenu par la force. La responsabilité est celle de ceux qui dépensent plus pour les armes que ce que les pays pauvres dépensent ensemble pour la nourriture. Et il faut accepter notre responsabilité commune par rapport à l'un des principaux défis mondiaux, l'éradication de la pauvreté ou au moins son atténuation. Bien souvent, je me demande comment les enfants voient leurs parents lorsque ceux-ci leur disent que l'école et les connaissances sont importantes pour leur futur et une vie normale et cherchent à les convaincre qu'ils auront de la nourriture lorsqu'ils termineront l'école et qu'ils auront acquis des connaissances. La connaissance n'est pas acquise si nous vivons dans la crainte, si nous n'avons rien à manger, si nous sommes menacés par la maladie, si nos parents sont sans emploi ou si nous face à la menace d'une guerre terrible. Ceux qui représentent les riches et les puissants aujourd'hui, réfléchissez alors que vous couchez vos enfants dans une chambre chauffée le soir. Réfléchissez-y lorsque vous prenez d'importantes décisions pendant la journée. Les profits, la supériorité politique et militaire sont-ils si importants que nous n'avons plus de compassion quant à la souffrance des autres et nous répondons à nos instincts les plus bas? La paix et la prospérité, Monsieur le Président, ne doit pas être un privilège des populations de certains pays, c'est le droit de tous les hommes et de toutes les femmes de la Terre. Et c'est pour cela que nous tendons la main dans la quête de la réalisation des objectifs du programme de développement pour assurer un avenir meilleur pour l'humanité sur la base des principes qui assurent le progrès et la prospérité pour tous. Et de toute évidence, le développement durable est un concept accepté par la majeure partie de l'humanité. Et c'est un concept qui se base sur une économie mondiale qui connecterait toutes les parties du monde sur la base de la confiance, de l'éthique de l'égalité et de l'appui, ainsi qu'une gestion mondiale par l'analyse et l'évaluation des travaux des gouvernements et des compagnies. Toute gouvernance cependant, appelle à l'établissement de certaines règles. Et donc, la question de savoir qui va établir ces règles et où seront-elles établies. Des individus, des groupes d'individus peuvent-ils prédire tous les événements futurs et tous les développements futurs? Et est-il possible de contrôler ces événements? Sommes-nous en train d'établir un nouveau centre mondial de pouvoir qui ignorerait les spécificités des individus, des États, des organisations d'État, un centre qui n'aurait qu'une solution pour tous les problèmes? Et que faisons-nous du fait que certains des objectifs qui sont fixés ne correspondent pas aux spécificités de certains pays? Nous ne pouvons pas ne pas voir qu'il n'est pas possible de contrôler les vies de toutes les populations parce qu'il serait dangereux d'avoir confiance dans le libre arbitre. Les changements de l'époque dans laquelle nous vivons nécessitent que nous ajustions nous ajustions si nous ne voulons pas voir les valeurs imploser. La circulation, la connexion avance à des vitesses sans précédent. Qu'en est-il des populations? Ils n'ont jamais été aussi aliénés dans des grandes métropoles. Parmi les millions de personnes, on meurt seul. Les individus, les États, les organisations internationales sont aliénés. Il y a beaucoup de raisons que l'on pourrait avancer. De plus en plus souvent, les relations entre les États sont basées sur l'imposition de la volonté du plus fort, du plus riche et du plus développé. Cette nouvelle ère, nous espérons,
entraînera un nouveau début, un nouveau mode de pensée qui relèvera de l'intérêt de l'être humain et de ses communautés, que ce soit immédiat ou des communautés plus étendues. Et nous sommes tous conscients que ce ne sera pas facile à réaliser, étant donné que la communication moderne pourra être utilisée pour imposer un mode de pensée visant à mettre en œuvre des idées qui ne relèvent pas de l'intérêt de la majorité. Le conformisme de l'homme moderne, sa lutte quotidienne pour répondre à une demande de plus en plus grande et le spectre du chômage et des difficultés en fin de vie nous entraînent à résister aux violations les plus évidentes des droits humains. Le monde est tragiquement divisé aujourd'hui. Nous avons des individus extrêmement riches et une majorité qui vit en deçà du seuil de la dignité humaine. Le XXIe siècle prétend être et va être le siècle de l'accumulation, de la concentration de richesses individuelles énormes et de ceux qui vivent dans la pauvreté. Et parmi ces riches, nous avons une nouvelle génération de directeurs privilégiés qui sont payés beaucoup plus que leurs employés sans aucune justification morale. Et le nombre de ceux qui vont s'opposer à ce phénomène va augmenter jusqu'à ce que leur demande soit entendue. Et du haut de cette tribune, je vous appelle à déployer des efforts conjoints pour assurer une distribution équitable des avoirs et des ressources. Chers collègues, nous continuons de parler d'un autre grand défi, le changement climatique, sans nous engager, comme si ses conséquences n'étaient pas déjà évidentes partout. Comme si nous ne voyions pas que cela entraînait des frictions intenses causées par les grandes inégalités qui existent déjà dans le monde. Un signal d'alarme à savoir les conséquences de ce que nous avons fait par le passé, touche les plus faibles, les pays qui doivent encore se développer sur le plan industriel et assurer une meilleure vie pour leurs citoyens. La plupart des pays en développement représentent une fraction de la contribution au réchauffement climatique. Ils doivent avoir la possibilité de faire croître leurs économies sous les mêmes conditions selon lesquelles d'autres sont devenus prospères, même si les émissions de gaz nocifs pourraient être plus élevées que ce que les riches pourraient tolérer. Et nous avons développé des technologies qui permettraient aux pays en développement à se développer, être responsables envers l'environnement le plus possible, plutôt que d'utiliser des gaz nocifs. Et il y a aussi des raisons morales pour assurer le développement. Les politiques devraient apporter un appui complet aux activités scientifiques d'une part, et harmoniser et coordonner les réactions au changement climatique et aux conditions climatiques extrêmes. D'autre part, l'adaptation et la préparation des réactions nationales et sociales face aux scénarios potentiels, y compris les pires, sont notre objectif le plus important. En ce qui concerne les documents internationaux pertinents, tout d'abord la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et son protocole de Kyoto, le gouvernement et les institutions scientifiques de la Serbie continueront de contribuer aux activités des Nations Unies et d'autres, en particulier les initiatives européennes et régionales en ce qui concerne le suivi du climat et la réduction des effets négatifs du changement climatique. La Serbie se félicite de la prochaine conférence sur le changement climatique qui se tiendra à Paris plus tard cette année. Nous avons l'intention de contribuer à la considération de cette question importante. Et nous étions et nous serons toujours une partie d'une équipe conjointe et nous participerons activement en espérant que les scientifiques, dès que possible, auront des réponses claires et des preuves irrévocables alors que les politiques appuieront la recherche de solutions rapides. Et nous ne pouvons attendre un avenir meilleur que si nous surmontons les problèmes tels que la faim, la guerre et les maladies. Et donc la Serbie a participé aux opérations de maintien de la paix dans le monde et a déployé de nombreux efforts pour former et équiper de plus en plus d'officiers et de soldats pour cette noble tâche. Et par conséquent, la Serbie préside l'OSCE de façon remarquable, qui est reconnue par tous. Et permettez-moi de mentionner, Monsieur le Président, que pendant plus de 3 ans, la Serbie a été un pays candidat à l'Union européenne et continue de prendre des mesures décisives pour harmoniser ses systèmes et ses pratiques avec les normes de l'Union. Et nous continuons d'entretenir notre amitié avec la Chine et la Russie. Mesdames et messieurs, les territoires, les populations, les langues et l'héritage culturel
forme un État. La Serbie est le seul pays de l'Europe qui, en plus de la saisie d'une partie de son territoire, de l'expulsion de sa population, de l'assassinat et du prélèvement des organes des populations qui sont restées impunies, tente à présent d'obtenir la protection de l'UNESCO pour son héritage culturel. Je me souviens qu'en mars 2004, les Albanais au Kosovo et Metohija avaient détruit, dans la présence de la KFOR, de nombreuses églises orthodoxes et chrétiennes, des couvents, des beffrois, des bibliothèques monastiques et des archives, et bien souvent en boutant le feu avec des explosifs. Et c'était la poursuite brutale des dommages et de la destruction de 140 sanctuaires orthodoxes depuis l'arrivée de la mission des Nations Unies de la KFOR en juin 1999. Dans cette période, les terroristes albanais ont détruit systématiquement les traces de la spiritualité et de la culture du peuple serbe en Kosovo et Metohija, et les traces de siècles de vie des Serbes au Kosovo et Metohija, et dont l'existence sur ce territoire est éprouvée par les monastères et les églises. Et la 31e conférence de l'UNESCO a dit qu'un crime contre l'héritage culturel avait été commis au Kosovo et à Metohija. 372 monuments culturels du peuple serbien qui étaient d'une valeur inestimable avaient été enregistrés dans ce territoire du Kosovo et de Metohija, selon les normes prévues par l'UNESCO. 49 monuments du Moyen-Âge avaient été reconnus en tant qu'héritage européen et mondial qui faisaient la fierté de l'humanité. Et des œuvres d'art précieuses et inestimables, des œuvres d'architecture avaient survécu à 5 siècles de l'Empire ottoman, des guerres des Balkans et de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, en 2004, elles étaient profanées et détruites sauvagement. Elles étaient enterrées et ensevelies, comme si cela faisait partie des préparatifs visant à fêter la déclaration unilatérale de l'indépendance de la République du Kosovo. Et ces événements ont lieu 4 années après la destruction barbare des réalisations de la culture et de la civilisation chrétienne serbe. Et pas seulement de la culture serbe, mais aussi de la culture européenne, de la mémoire collective du monde. Et donc, il est important que la Serbie continue d'être le dépositaire de ces trésors culturels en tant que membre à part entière de l'UNESCO. Chers amis, dans une tentative de falsifier l'histoire, malheureusement avec l'appui de plusieurs pays, l'Albanie a soumis au nom de l'administration de Pristina une demande à l'UNESCO pour que l'héritage serbe soit déclaré kosovar, à savoir albanais. Et ceux qui détruisent à dessein des monastères afin de marginaliser l'importance du Kosovo et de Metohija pour les Serbes et tente d'établir une nouvelle identité ethnique et culturelle au Kosovo et à Metohija sur les cendres de l'histoire des autres, seraient récompensés ainsi. Comment est-il possible que ces destructeurs qui ont des objectifs qui vont au-delà des normes éthiques et des règles établies de l'UNESCO cherchent à se donner une image de gardien et de protecteur? Si cette demande était acceptée, ceci créerait un précédent dangereux et cela donnerait la possibilité de légaliser la violence infligée à l'identité nationale, culturelle et religieuse de tout peuple où qu'il soit. En défendant le droit de la Serbie à préserver et présenter avec fierté son identité et son héritage culturel, comme cela a été le cas au cours des 11 derniers siècles, en empêchant les intentions sans scrupules de voler et d'attribuer un héritage à quelqu'un d'autre, nous défendons le principe du droit international et de la justice humaine, ces principes sur lesquels l'UNESCO repose. Et par conséquent, j'appelle tous les présidents à ne pas permettre que le peuple serbe se voit dépouillé de son âme, de son essence et voit ses monastères au Kosovo et Metohija, son épine dorsale, déclarée comme étant l'héritage culturel du peuple albanais du Kosovo et de Metohija. Ce n'est non seulement vrai, ce n'est ni vrai ni un fait historique et scientifique. Ce n'est pas juste. On ne s'octroie pas à une histoire, une civilisation en volant des siècles d'existence d'autres ou en corrompant ceux pour qui cette histoire ne signifie rien. Et les Nations Unies doivent préserver leur crédibilité et
se dresser face à cette injustice et à ce mal qui serait infligé à la Serbie si l'on acceptait cette initiative. Je suis sûr qu'en tant qu'homme d'État comme et de femmes d'État responsables, vous allez rejeter l'injustice et le mal qui aurait un effet de domino sur d'autres peuples et d'autres États à l'avenir également. La Serbie parle aux représentants de l'administration de Pristina. Elle va respecter toutes ses obligations en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité et toutes ses obligations en vertu des accords atteints à Bruxelles jusqu'à présent. Mais nous n'allons jamais reconnaître l'indépendance de la province autonome du Kosovo et de Metoria, dont une partie du territoire est connectée à notre histoire. Le problème des migrations de masse du Moyen-Orient représente le plus grand défi d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas disséquer les causes et les responsabilités directes et indirectes de la crise des migrants ici maintenant. C'est une question cruciale et celle-ci doit être traitée dans un forum international pour rassembler des hommes d'État éminents et des universitaires et des scientifiques éminents. C'est la meilleure façon d'évaluer la situation objectivement et de proposer une solution à ce problème. Étant donné que cette catastrophe humanitaire auquel le monde est confronté n'est qu'une conséquence de la crise qui a ébranlé la Syrie depuis plus de 4 ans, sans réaction adéquate de la communauté internationale. Sans accès aux fonds mutuels, la situation en Serbie est peut-être plus difficile que celle des autres pays dans l'ancien continent. Et malgré sa situation économique difficile, la Serbie déploie tous les efforts pour assurer un séjour décent pour les réfugiés. Cependant, si la communauté internationale, avec à sa tête l'Union européenne, ne parviennent pas à déployer des efforts concrets pour résoudre le problème, une catastrophe humanitaire d'une échelle encore plus large menace le sud-est de l'Europe. Et il sera impossible de prévoir les conséquences. Mais il y aura des effets non seulement pour l'Europe, mais pour le monde entier. En ce qui concerne le nombre de demandeurs d'asile dans la République de Serbie, 125 138 personnes sont arrivées en Serbie entre le 1er janvier 2015 et le 14 septembre 2015. Et seules 524 d'entre elles ont introduit des demandes d'asile. J'aimerais attirer votre attention sur la pratique inquiétante de certains gouvernements qui ont élevé des fils barbelés pour construire des ghettos pour les demandeurs d'asile qui fuient la guerre et la destitution. Cette attitude va contre les conventions liées au statut des réfugiés et la solidarité proclamée par les États membres de l'Union européenne avec les migrants, et ceci aggrave la situation dans les pays qui respectent le droit international et traitent les individus frappés par la catastrophe avec humanité. Les gouvernements de certains membres des Nations Unies se comportent comme s'ils n'avaient jamais quitté l'idéologie qui était en vigueur jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui avait détruit la stabilité fragile dans les Balkans, qui avait obtenu avec beaucoup d'efforts. Et mon pays a dû traiter une crise économique depuis 2008. Et les réfugiés, par conséquent, ne pourront certainement pas obtenir plus qu'une sûreté personnelle en Serbie. Nous allons l'assurer malgré le fait que certains pays interviennent contre la population du territoire de Serbie. Et selon nous, l'humanité, la compassion avec ceux dans le besoin, ainsi que la détermination à apporter à ces personnes ce que nous ne pourrons que difficilement leur assurer, ne doit pas être réduite. Nos frontières sont ouvertes pour les recevoir. Nous n'avons pas besoin de loi pour cela, c'est notre nature. La Serbie n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle met en œuvre les principes de solidarité proclamés, la valeur fondamentale et un pilier inconditionnel de l'Union elle-même. Et je ne comprends pas l'égoïsme, et même parfois la haine par rapport à ceux qui n'ont rien. Et cette situation va s'aggraver si l'on ne rectifie pas le tir. Et par conséquent, nous devons avoir un plan complet le plus rapidement possible. Sans ce plan, les migrants seront les victimes des trafiquants d'êtres humains. Si l'on reste passif, le traitement des migrants sera de plus en plus inhumain. La chronologie des catastrophes que l'on a vu dans la Méditerranée et dans les îles britanniques ne serait qu'un seul chaînon dans une chaîne
innommable. Et même si nous n'avons pas participé directement au conflit dans les territoires de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, qui a été commencé de la même façon que le conflit en Syrie, la Serbie avait été considérée comme coupable. Même une résolution a été proposée au Conseil de sécurité pour stigmatiser les Serbes. La tentative a échoué grâce à ces membres du Conseil de sécurité qui sont bien conscients des objectifs et des intentions des auteurs de cette résolution et de ses conséquences potentiellement désastreuses. Sommes-nous des criminels génocidaires? Est-ce que c'est l'image que l'on retire lorsque l'on voit les migrants qui arrivent en Serbie en toute sérénité par rapport à la réaction à laquelle ils peuvent s'attendre de notre population et de notre autorité? Ou est-ce l'image d'un peuple hospitalier au cœur pur? Les citoyens serbes ont-ils changé? Non, le peuple de Serbie, de toutes les ethnicités, comme par le passé, est toujours humain et hospitalier, en bon voisin. En plus des réfugiés de Syrie, de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Irak, la Serbie accueille des milliers de réfugiés, de personnes déplacées des territoires de l'ex-Yougoslavie. Il y a des Serbes, mais aussi des Bosniaques, des Croates, des Roms et d'autres. Certains de ces peuples se sont rendus dans des pays tiers alors que d'autres continuent de vivre en Serbie. Nous sommes toujours face aux conséquences de ces migrations et de ces changements qui ont altéré les structures démographiques, sociales et autres de notre pays, de notre société. Comme auparavant, mon pays n'a pas grand-chose à proposer à ces populations dépouillées qui ont dû quitter leur foyer. Mais nous avons néanmoins partagé le peu que nous avions. La Serbie escompte que les États membres des Nations Unies agiront avec responsabilité et humanité. Et nous devons garder à l'esprit que cette situation aura des conséquences mondiales. La civilisation est à la croisée des chemins. L'Europe connaît de grands troubles et le moment est venu pour elle de montrer si elle est toujours le porte-étendard de la mise en œuvre des droits humains et du respect du droit international ou elle continue d'ignorer l'application de deux poids deux mesures et permettre seulement à certains pays, à certains peuples d'arriver à la civilisation. Et les qualités ne s'applique pas seulement à la relation entre les personnes, elle s'applique aussi aux relations entre les États. Nos pères ont versé leur sang sur de nombreux champs de bataille pour l'égalité de tous les peuples. Ils sont combattus pour notre liberté d'expression et d'être suffisamment forts pour changer les choses. La liberté et l'égalité sont les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et de nombreux documents, de nombreux internationaux et de nombreuses constitutions nationales. Nous ne pouvons pas permettre à ces documents d'être lettres mortes. Chers collègues, en abordant ces sujets, en attirant votre attention sur ces sujets, je voulais que nous soyons motivés à faire preuve d'une compassion réelle, d'une solidarité, d'une responsabilité réelle quant à l'avenir et de construire ensemble un humanisme réel et infaillible dans l'organisation qui nous a réunis ici aujourd'hui. Et j'aimerais que nous nous réunissions dans cette instance avec des messages différents l'an prochain et si pas avec des problèmes résolus, au moins avec des mesures qui nous rapprocheraient des solutions aux problèmes qui nous frappent aujourd'hui. Et j'aimerais qu'avec chaque année qui passe, nos réunions soient de plus en plus positives. Je voudrais que le monde ressente que les idées de la liberté, de l'égalité, de l'humanité et d'une société juste ne soient pas seulement une rhétorique vaine, mais qu'elle soit une détermination réelle à les appliquer